Merci de m'accueillir aussi, d'accueillir une Bourguignonne à Bordeaux, c'est bien. Avec plaisir. C'est toujours un plaisir d'accueillir les Bourguignons à Bordeaux. Avant de vous présenter, Joël, un petit rappel à toutes et à tous sur le déroulé de ce soir. Nous sommes ensemble pour environ 1 heure avec la conférence de Joël Brouard, puis nous aurons un temps d'échange ensuite. Donc, vous aurez la possibilité de vous poser vos questions dans la partie, dans le chat de Zoom qui se situe dans la partie Q et R de votre application Zoom. Donc, dans le bandeau en bas de votre écran, vous avez deux petites bulles qui vous permettent de poser vos questions. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, même techniques, et qu'on peut vous répondre, n'hésitez pas à les poser dans cette partie de chat. Voilà, alors pour vous présenter en quelques mots, Joël, vous étiez professeur de marketing au sein du groupe ESC Dijon-Bourgogne. Vous avez fondé le Master Commerce international des vins et spiritueux que vous avez dirigé de 1988 à 2016. En plus d'une activité académique, vous analysez la filière viticole depuis plus de 35 ans. Donc, vous avez développé une activité de consultante au service de la filière viticole, notamment avec Terroir Manager, pour des domaines, des marques ou des organisations collectives, comme des interprofessions aussi. Vous vous êtes également engagé pendant ces nombreuses années dans plusieurs associations du domaine de la gastronomie et du vin. Vous êtes notamment membre du comité de pilotage de la chaire UNESCO Culture et Tradition du vin de l'Université de Bourgogne, membre du comité de pilotage de la Cité internationale de la gastronomie et du vin de Dijon, qu'il nous tarde de découvrir, membre du conseil d'administration de l'Institut Jules Guyot et de diverses associations du monde du vin. Vous avez également rédigé de nombreux articles publiés dans des ouvrages et revues, notamment Réchauffement climatique, quelle opportunité marketing que vous avez donné aux rencontres du Clos Vougeot en 2019. Vous avez également rédigé de nombreuses communications dans des colloques académiques et professionnels, tels que de la confrérie au fan club, un colloque marché du vin et culture de consommation qui a eu lieu en 2019 à Hong Kong. Voilà, il y a de nombreuses publications, les facteurs de performance d'une stratégie de marketing collective dans le vin, pour un colloque que vous aviez donné également en 2019, auquel vous avez participé donc en 2019 à Reims, un colloque Regard croisé sur la transformation des filières et des acteurs de la vigne. Et voilà. Et ce soir, donc, vous venez nous parler des nouvelles tendances de la consommation. Donc, je vous laisse la parole et je vous retrouve tout à l'heure pour la partie des questions. Merci beaucoup, merci de m'accueillir. Donc, je profite peut-être un petit peu pour présenter la chaire UNESCO que peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas. Donc, la chaire UNESCO a été créée en 2007, Culture et tradition du vin, et c'est la seule chaire UNESCO liée à la thématique du vin. Donc, c'est quand même notable. Nous avons donc l'objectif, c'est de développer un large réseau de partenariats académiques entre chercheurs du monde entier, avec une approche pluridisciplinaire. Nous organisons des colloques, des rencontres, des conférences, des expositions, notamment les rencontres de Clos Vougeot qui ont lieu tous les ans début octobre au château de Clos Vougeot. Nous avons une revue qui s'appelle Territoire du vin, qui est disponible avec de très bons articles sur des thématiques vin très liées à des tas de vignobles. Et depuis donc janvier, nous aussi, nous sommes passés online pour les conférences qui avaient lieu d'habitude en présentiel une fois par mois. Et ces conférences sont disponibles sur le site, vous pouvez les visionner sur le site de la chaire UNESCO. Donc, par exemple, en janvier, on a eu l'histoire insolite du champagne par Serge Volikoff, Pinot simple cépage par Jean-Pierre Garcia, Thomas Labbé et Guillaume Guillon, sur la Corse. Et la prochaine, c'est sur Belay. Donc, je vous encourage à aller regarder un petit peu ce que nous faisons sur le site Chaire UNESCO Culture et Tradition du vin. Donc, je vais donc commencer. J'espère que... sur donc, ma thématique que j'ai choisie. Donc, comme vous l'avez rappelé, ça fait plus de 35 ans
que j'observe, j'analyse, je participe un petit peu à la vie de la filière viticole. Donc là, j'ai choisi un petit peu de vous faire partager une mise en perspective, un petit peu une analyse. Je n'ai pas fait le choix de vous donner des tas de chiffres, mais plutôt de les recontextualiser dans des logiques de période. Alors, je n'arrive pas à passer à l'étape suivante. Je ne peux pas changer ma position. Je ne peux pas changer mon PowerPoint. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose pour moi. Alors, très bien. Donc, en janvier, fin janvier 2021, Ophélie Neyman, dans une chronique dans Le Monde, a fait un papier très espiègle et avec beaucoup d'humour qui s'intitulait « Les vins des jeunes d'aujourd'hui sont-ils les vins de papa de demain ?» Et donc, elle situe bien les différentes générations, le vin des jeunes, le vin de papa, le vin de pépé. Et je vous encourage à lire sa chronique qui est très intéressante et très amusante. Moi, j'ai choisi une autre approche. J'ai choisi un petit peu de le resituer par rapport à des grandes époques. Et donc, la première époque, on va être avant la Seconde Guerre mondiale, donc les années 20, les années 40. Donc, je l'ai intitulé la folklorisation. Et ça, je reprends ce terme, je l'ai emprunté à Gilles Laferté et à Olivier Jacquet, qui ont beaucoup travaillé sur la création des appellations des AOC. Et je trouve que ça correspond assez bien à cette époque où il a fallu définir des nouvelles normes, déjà des nouvelles normes pour le vin, et le démarrage du concept d'appellation qui était au départ limité à quelques appellations. Et donc, dans cette époque, le modèle dominant, c'est un modèle qu'on appelle aristocratique. Aristocratique, c'est-à-dire que le personnage le plus important qui est mis en avant dans les discours, c'est le propriétaire, mais c'est le propriétaire, le gentleman, ce n'est pas celui qui est à la vigne, ce n'est pas celui qui est au chai, c'est celui qui possède. Et ça se traduit notamment en termes de présentation, notamment sur les bouteilles, par la mise en avant des châteaux, des armoiries, des blasons, le fait de se référer à une histoire, de parler des générations, de mettre depuis X années. Et on voit bien que ce modèle aristocratique, il a été créé à cette époque-là, mais il perdure, voire même il est développé aujourd'hui de façon contemporaine par les vignobles chinois qui, pour légitimer son existence et son développement, est parti sur un modèle avec cette mise en avant des châteaux. Et bien évidemment, Bordeaux, à ce niveau-là, est la référence sur la mise en avant du concept de château. Par contre, le blason, les armoiries ou l'approche historique, on le retrouve dans toutes les régions. Et donc, cette époque, les techniques marketing, c'était de la publicité rédactionnelle. C'est-à-dire que la grande idée, c'était d'inviter des journalistes gastronomiques à venir dans les régions et à témoigner de ce qui se passait, de la qualité des vins, de faire des publi-reportages essentiellement tournés vers le tourisme, la gastronomie. Et c'est le début de la naissance des confréries. Donc, la confrérie étant un modèle pour développer des ambassadeurs qui allaient par la suite porter la bonne parole et faire la promotion de ces appellations. Donc ensuite, on passe après-guerre. On est dans la période que j'ai située en 50-85 que j'ai appelée de démocratisation. Donc évidemment, à cette époque, il s'agit de produire et de répondre aux besoins d'une population. C'était vrai pour le vin, mais c'était vrai aussi pour d'autres catégories alimentaires. Donc il a fallu industrialiser, développer aussi des standards de qualité. Et là, on est arrivé dans cette phase où les appellations se sont diffusées spatialement. C'est-à-dire qu'elles se sont développées dans d'autres régions. C'était notamment des VDQS qui sont passés en AOC. L'appellation Alsace, c'est 75, Cahors, c'est 72. Donc, vous voyez, on est déjà dans cette période-là. Et on est sur un modèle dominant qui est basé sur la mise en avant du terroir, et du terroir-territoire avec cette notion que l'appellation est un élément qui est une marque collective qui est le plus important. Et ça se traduit notamment
sur les étiquettes par le fait que l'appellation, le nom de l'appellation, eh bien, il est plus important que le nom du propriétaire, du vigneron ou du château. Donc, cette diffusion spatiale déjà des appellations, elle a aussi permis une accessibilité des produits plus grande à une population qui souvent consommait donc du vin de table pour tous les jours par un approvisionnement local. Et donc, l'accompagnement par le développement aussi des réseaux de distribution et notamment de la grande distribution a permis une mise à disposition de ces vins de façon beaucoup plus large dans donc de nombreuses régions et on ne buvait plus, hormis pour les très grands vins, donc pour une clientèle aisée, il était possible de trouver dans d'autres régions des vins d'appellation qui n'étaient pas sur des logiques de proximité. Et donc, à cette époque, évidemment, les cibles, c'était la distribution. L'important, c'était donc d'être dans les foires au vin, d'être présent dans la grande distribution qui permettait de rendre accessible le produit. Et donc, on a vu cet accompagnement qui s'est fait. Donc, les foires au vin, qui est une particularité française et qu'on trouve un petit peu en Belgique, mais qui ne s'est pas développée dans d'autres pays, on voit aujourd'hui que ça marque un petit peu le pas, que les foires au vin, elles n'ont plus nécessairement le dynamisme ou l'intérêt, que ce soit la foire d'automne ou les foires de printemps. Donc, cette fonction de démocratisation, parce qu'à l'époque, on était sur des vins de table, on était au début sur les litres étoilés, où la qualité se jugeait au degré d'alcool. Quand on pense que, effectivement, à l'époque, l'important, c'était d'arriver pour être un vin de qualité à 12 degrés. Alors aujourd'hui, on voit que les problématiques sur le degré d'alcool sont un petit peu différentes, liées au réchauffement climatique. Et je vous encourage, notamment les jeunes générations, si vous n'avez pas eu l'occasion de voir cette saga, de voir un petit peu comment était promu aussi le vin à l'époque. Et vous pouvez trouver sur YouTube Culture Pub, avec notamment la saga des vins du Postillon. Et là, je pense que c'est toujours, pour des gens qui n'ont pas connu, assez surprenant de voir quels étaient les mécanismes qu'on utilisait pour faire la promotion de ces vins qui étaient des vins de table, des vins ordinaires, mais qui bénéficiaient de campagnes de communication très particulières. La troisième étape, c'est, j'ai appelé ça la parkerisation. Et n'y voyez pas du tout une note critique, hein, c'est plutôt pour moi vraiment un élément qui correspond bien à cette époque. Donc, je l'ai daté de 85 à 2012, quand Robert Parker donc, a vendu sa lettre, le Wine Advocate. Et donc, là, toute la démarche était de rechercher la typicité des produits. Il fallait qu'un vin soit typique. Et on a eu beaucoup de travaux qui ont été faits ou de recherches qui étaient définies. Quelle est la typicité d'un Volnay par rapport à un Pommard, d'un Fleury ou d'un Saint-Émilion? Et donc, cette recherche de typicité était quelque part une démarche où on voulait normer et définir un goût qui était un goût représentatif de ce qu'on pensait être l'appellation en question, le produit en question. Et à côté de ça, le modèle dominant a été le modèle dit du Nouveau Monde. C'est à cette époque qu'on a vu beaucoup de rapports où face à les premières difficultés des vins français, on a dit il faut passer sur le modèle des vins du Nouveau Monde, donc c'est-à-dire où on va objectiver la qualité via le cépage, via la marque, et de façon un peu plus anecdotique, via le sol, la note ou le winemaker. Donc, ce modèle lié à la notion de cépage, donc avec des modèles comme Yellowtail ou J.P. Chenet en France, ça a été le modèle qui était considéré comme étant le modèle à suivre. Il y a eu de nombreux essais de lancement de marques à l'international, avec des budgets qui à l'époque étaient importants, qui n'ont pas eu autant de succès. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un petit peu des difficultés à rester sur ce type de modèle. Et là, pourquoi parkerisation? Et ce qu'a porté Parker, c'est avec son système de notation, de cotation, il a donné un élément de référence
pour pouvoir choisir et classer les vins. Alors, je ne dis pas c'est bien ou pas bien, hein, ce n'est pas là la question, mais simplement on voit bien que ça corresponde à une époque où la note était l'indicateur. Donc, on allait rechercher ces notes auprès de ces journalistes qui n'étaient non plus des journalistes gastronomiques, mais qui étaient des journalistes experts. On allait participer à des médailles, ces médailles permettant de valider la qualité. Alors, ce modèle de notation, certes, aujourd'hui, il est moins important, mais comme le modèle terroir ou le modèle aristocratique, il reste encore valide et on retrouve quand même, hein, dans certains cas, des réussites liées à cette base-là. Et donc, à partir, j'ai noté donc 2013 pour vous situer, et ensuite, ce que j'ai appelé la fan clubisation. Donc, évidemment, on arrive à une période où le phénomène important, c'est les médias sociaux qui permettent effectivement de diffuser une communication différente. Et là, on est sur la recherche de singularité et de naturalité. Là où on voulait une typicité, donc quelque part une sorte de standardisation, on arrive à le fait qu'on veut quelque chose de différent. C'est-à-dire qu'on va vouloir d'autres types de cépages, d'autres types de vinification, d'autres types de produits, voire l'émergence des produits comme les vins nature, les vins oranges et bien d'autres, et j'en reparlerai par la suite. Et là, le modèle, c'est un modèle néo-terroir où le plus important, c'est le vigneron. C'est-à-dire que dans la définition telle qu'elle est définie par l'OIV du terroir, le vigneron est un élément central. Mais là, on achète et on boit du vigneron. C'est-à-dire que symboliquement sur l'étiquette, là où auparavant c'était l'appellation qui était la plus importante, on voit le nom du vigneron qui devient plus gros même en termes de typographie et qui devient l'élément central pour choisir. Et là, c'est lié aussi à des cibles marketing différentes, notamment le développement de nouveaux revendeurs, le développement des cavistes, le développement d'une restauration tendance, plutôt tendance bistronomique plus que gastronomique, les bars à vin, le développement des bars à vin, et puis des cibles marketing qui sont les amateurs éclairés, dont je suppose beaucoup d'entre vous font partie, et là où le lien se fait sur une communication par les pairs, c'est-à-dire que la recommandation d'un ami, de quelqu'un qu'on connaît, que l'on sait connaisseur ou découvreur, va devenir très, très important. Alors, je vais me focaliser sur les deux dernières périodes, mais je pense que c'est important qu'on voit bien qu'on est dans une trame d'époque, de génération, et aussi de conflits de génération, dans bien des cas, par rapport à des choix. Donc, sur la première période, la baisse de la consommation, c'est une baisse structurelle. Et ça, c'est quelque chose que vous connaissez tous et qui a largement été démontré, où, selon un peu les données que l'on ait, on était à 130 litres dans les années 60 pour passer à 42 litres aujourd'hui dans la consommation de vin. Donc, une baisse structurelle de la consommation qui était liée aussi à des habitudes différentes. Je ne consomme pas de vin parce que je vais prendre ma voiture et donc je ne bois pas de vin. Donc, il y a des phénomènes effectivement de ruissellement négatif pour cette consommation. Par contre, aujourd'hui, on a un autre phénomène. Il y a toujours la baisse de la consommation, mais c'est une déconsommation. Et ça, je voudrais insister sur cet aspect-là parce que qu'est-ce que ça veut dire déconsommation ? Ça veut dire que consciemment, je décide de ne plus consommer ce produit-là. Donc, ce produit-là, c'est le vin. Et donc, évidemment, je pense, vous avez quand même suivi, même si on a du mal à savoir exactement l'impact, mais on le sent trop bien, le phénomène du dry January, de la tournée végétale en Belgique, donc tout ce mouvement qu'on appelle Zobercurious, qui est un élément très important puisque les gens choisissent aujourd'hui de ne plus consommer du vin, par exemple, dans la semaine, de limiter la consommation du vin en fin de semaine, voire carrément de ne plus consommer. Et là, je ferai une analogie avec d'autres types de marchés, parce qu'il n'y a pas que le vin qui a vu une baisse structurelle de sa consommation. Vous avez la même chose sur la viande. Donc, si on prend la viande,
la consommation de poulet a augmenté, mais la viande rouge a énormément baissé. Par contre, on voit bien que l'attitude de la filière viande est assez différente, c'est-à-dire qu'elle assume complètement le fait de n'être plus en envie de consommer de la viande, hein, c'est le régime flexitarien, et même dans la communication collective pour la viande, hein, on développe le modèle flexitarien. Donc pour l'instant, dans le vin, on est plutôt dans un système où on veut lutter contre les mesures qui pourraient être des mesures restrictives. On n'assume pas une réalité qui est une réalité de déconsommation. Alors, je pourrais prendre d'autres exemples, c'est le fromage. Le fromage, dans le repas traditionnel, entrée, plat, plateau de fromage et dessert, le plateau de fromage a quasiment disparu pratiquement dans tous les repas, même les repas formels. Mais on voit bien que le fromage, lui, s'est adapté à cette nouvelle condition, notamment en étant beaucoup plus présent au moment de l'apéritif et en devenant un plat principal, hein, c'est les tartiflettes, c'est tout ce type de produits qui apparaissent. Donc, ce phénomène de déconsommation consciente est un élément important que la filière va devoir prendre en compte. Un autre phénomène, c'est l'évolution de l'univers concurrentiel. C'est sûr qu'aujourd'hui, par rapport à des produits qui sont à des besoins liés à la soif ou à la convivialité, il y a beaucoup d'autres produits qui rentrent en concurrence. Il y a évidemment au niveau des boissons alcoolisées, on voit bien la bière, hein, qui, notamment avec les bières artisanales, les bières craft, sont des éléments qui concurrencent le vin sur un certain nombre d'usages. On a le premier concurrent du vin, c'est l'eau. Vous avez aussi aujourd'hui les boissons alcoolisées, aromatisées qui nous viennent des États-Unis, hein, qui représentent pour l'instant un petit marché, même si, par exemple, Carrefour a déjà lancé ce type de produit en marque de distributeur, plus d'autres produits. Et par exemple, en Californie, on a vu que la production et la libéralisation du cannabis était un élément qui jouait sur la consommation de vin et qui était aussi un concurrent pour la main-d'œuvre, pour l'usage de main-d'œuvre qui préférait aller ramasser, puisqu'on ramasse régulièrement plutôt que pour les vendanges qui sont une fois par an. Donc, on voit bien que ce nouveau phénomène est un phénomène qui, pour l'instant, est constaté, mais on reste quand même sur quelque chose où on ne va pas nécessairement aller de l'avant pour faire avec. On est plutôt en train de se plaindre, de lutter et de dire c'est pas possible. Et donc, dans la première période, cette baisse de la consommation, finalement, elle s'est trouvée un petit peu compensée par le développement de marchés, notamment les États-Unis et la Chine. Donc, ces nouveaux marchés ont permis de trouver des débouchés pour une production qui ne trouvait plus son marché sur le marché français. Et on a eu aussi de nouveaux consommateurs, et la féminisation du marché, la féminisation de la consommation de vin, s'est traduit quand même par aussi une augmentation et une compensation, même si elle est plus importante, l'effet de la féminisation sur les marchés étrangers. Alors, la place du vin aussi, elle a un petit peu bougé. Quand on est c'est la période, le French Paradox, 91, on l'a oublié, mais ça a vraiment été un booster, notamment sur les marchés comme au Japon ou aux États-Unis. Hein. Les bénéfices du vin, le bénéfice notamment du vin rouge, a été un élément très, très important pour le développement du vin. Et c'est vraiment la logique d'un produit culturel. Et ce n'est pas moi qui vais nier l'intérêt d'un produit culturel comme le vin quand on est soit sur une logique de chaire UNESCO ou de cité du vin, où on est bien sur cette idée de promouvoir d'une certaine façon un produit issu d'une tradition représentatif aussi d'un certain art de vivre. Alors aujourd'hui, même si j'ai compris qu'on n'avait plus le droit de parler de marché essentiel ou de commerce essentiel, est-ce que le vin est encore un produit essentiel? Et là, c'est une vraie question qu'il faut se poser parce que autant il y a quelques années, vous aviez un dîner d'affaires ou un déjeuner d'affaires, le vin était une normalité. Aujourd'hui,
pour plein de raisons, hein, mais aussi des raisons économiques, hein, on ne va pas considérer que c'est essentiel. Ou même dans des dîners, on ne va pas nécessairement mettre le vin comme étant un produit qui est un produit obligatoire. Et là, on voit que les moments et les ambiances de consommation sont des éléments importants. Et je prendrai le phénomène de l'apéritif. L'apéritif existe depuis longtemps, mais on était plutôt sur des produits autres que le vin, alors que le vin est devenu un produit central pour l'apéritif. Ce vin à l'apéritif est surtout très important sur les nouvelles générations qui vont consommer plutôt avec des amis, plutôt dans des apéritifs prolongés. Et par contre, là, on voit bien que certains vins sont plus adaptés à ce nouveau contexte, à cette nouvelle ambiance de consommation. On sait que pour l'apéritif, par exemple, le vin rouge, tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il est conçu aujourd'hui, n'est pas nécessairement le produit le plus consommé au moment de cette période et cette ambiance de consommation qui est importante. Alors, on voit bien, par exemple, que moment et ambiance de consommation ont été des éléments très, très importants pour certains produits. Le rosé, qui aujourd'hui représente 33% des volumes, eh bien, il a su s'intégrer à un moment et à une ambiance de consommation. Et donc, il a été porté par un de ces courants de consommation. Donc, dans les années 85, donc dans cette première période, on va dire, l'objectif, c'était de faire rentrer le consommateur dans l'univers du vin, c'est-à-dire avec une approche verticale de ce que j'ai appelé l'école du vin. Donc, c'est-à-dire, voilà, on disait aux consommateurs, pour consommer du vin, il faut que tu connaisses le vin. Il faut faire des efforts, il faut apprendre, il faut que tu t'inities, il faut que tu rentres dans cette connaissance, peut-être parfois un peu théorique, peut-être pas toujours adaptée à ce qu'avait envie le consommateur. Et par exemple, on a mis les accords mets-vins. Sur toutes les contre-étiquettes, on a vu fleurir les logiques d'accords mets-vins. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur ce qui a été fait sur les accords mets-vins. On mettait sur des bouteilles de vin à moins de 5 euros des accords mets-vins du style ira très bien avec des cailles au raisin ou un ragoût de sanglier. Donc déjà, ce n'était pas nécessairement les produits qui étaient quand même les plus consommés. On est peut-être plus souvent sur des coquillettes de jambon que ce type de produit. Par contre, on a valorisé tous les types de produits avec des accords mets-vins qui se voulaient être un élément qui renforçait l'image du produit vin, quel que soit le type de vin, que ce soit un vin simple ou que ce soit un grand vin. Donc, on a beaucoup joué sur cet aspect-là, alors qu'aujourd'hui, on est de faire rentrer le vin dans l'univers du consommateur. Alors, faire entrer le vin dans l'univers du consommateur, c'est donc une approche horizontale. Ça veut dire quoi? Et je pense que vous avez tous eu ce genre d'expérience. Soit vous allez dans un bar à vin et vous avez le propriétaire qui vient en disant « Ah, je vais vous faire goûter ce vin, vous allez voir, il est fait à tel endroit par un tel. C'est le goûte-moi ça » ou c'est l'ami qui vous apporte cette bouteille de découverte. Et là, l'approche, elle se fait bien, non pas sur le fait, je vais t'expliquer de quel sol, quelle est la vinification, mais c'est goûte-moi, bois, tu aimes ou tu n'aimes pas, mais tu vas d'abord être dans une approche très hédoniste. Et je vais peut-être vous chatouiller un petit peu, mais je pense que c'est quand même important qu'on se pose la question. Pourquoi le vin dit nature? Alors, je ne veux pas polémiquer sur la réglementation qui correspond à une approche normative d'une autre époque. Je ne veux pas savoir si c'est bon ou pas bon, si c'est bien ou pas bien. Il y a un fait. C'est un marché, on a du mal à l'évaluer parce que dans nos systèmes de comptabilisation de marché, on ne sait pas exactement ce que ça représente, mais il est suffisamment visible pour représenter, pour constater que c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il a fait le vin nature? Le vin nature,
il s'est mis au niveau du consommateur. Il a dit « goûte-moi ». Alors, on a mis un argument effectivement qu'il pouvait être sans soufre, etc. Mais il a été surtout dans une approche beaucoup plus de simplicité, de mise à disposition d'un produit lié à une expérience de convivialité simple, hein, donc on a fait des produits dits de buvabilité. C'est les mots qui vont être utilisés. On va parler de vin glou-glou. Enfin, vous voyez, toute cette terminologie qui correspond à un style, mais aussi à une attente des consommateurs. Et donc, également, à ce niveau-là, ce qui devient important, c'est l'histoire qu'on raconte. L'histoire qu'on raconte, mais c'est plus l'histoire du produit, du producteur, que l'histoire historique, les Romains et autres qui deviennent les éléments intéressants. Donc, dans la première époque, on a été très sur une capacité à produire dans des normes et avec une logique d'obtention de labels. Donc, avec les labels, le premier étant évidemment les appellations. Et l'objectif étant pour que le produit soit reproduit, qu'il soit conforme au cahier des charges ou de ce qu'on attendait. Donc, j'ai déjà eu des questions avant même la fin, avant même d'avoir exposé, donc je vais déjà y répondre. Donc, une dame posait la question, est-ce que HVE, c'est un élément important? C'est un label, mais aujourd'hui, est-ce que c'est un élément de différenciation? Non, c'est exactement comme le baccalauréat. Le baccalauréat, pour ma génération, il y avait 20% de ma génération qui avait le bac. Quand vous aviez le bac, ça voulait dire quelque chose. Quand 80% de la génération a le bac, ce n'est pas suffisant pour pouvoir avoir un élément de différenciation. Par contre, si on ne l'a pas, c'est vrai que c'est un problème. Donc là aussi, tout ce qui est l'aspect normatif, ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant, mais ça devient, comme le baccalauréat, un élément de base pour aller beaucoup plus loin. Et le beaucoup plus loin, ce que veulent aujourd'hui les consommateurs, c'est de faire adhérer affectivement aux producteurs et aux vins. Et on attend des acteurs un engagement, mais pas uniquement parce qu'ils respectent le cahier des charges. C'est-à-dire qu'il doit pouvoir être capable de montrer et démontrer qu'il est dans cette logique de transparence sur la façon dont il fait, dans la façon dont il travaille. Et il a même la possibilité de dire qu'il n'est pas parfait. Le consommateur ne veut pas, il veut simplement comprendre où en est le producteur, ce qu'il fait, où il va, pourquoi il le fait, voire même partager des échecs, de dire finalement cette année, je n'ai pas si bien réussi que l'année d'avant. Et il y a un autre aspect qui va devenir aussi important. Il n'y a pas que le consommateur qui devient un élément important, mais c'est aussi le citoyen. C'est-à-dire que, quand on habite aussi dans une région viticole, on sait bien qu'il y a des problèmes entre les habitants et les vignerons, des problèmes de conflits de voisinage, voire aussi pour des touristes qui passent dans les vignes ou sur les chemins de vignes avec leur vélo ou en promenade. Donc, on est bien sur un partage aussi de territoire. Et là, l'élément qui devient, c'est la singularité. Donc, on va non plus être dans la typicité, mais la singularité. La singularité, ça veut dire qu'on va rechercher des cépages différents, des modes de vinification différents, des assemblages, voire la réintroduction de cépages anciens ou de cépages qui ne sont pas de la région. Donc, on veut une singularité et le développement de micro-cuvées ou de petites cuvées qui peuvent être liées à des lieux ou des façons de faire. Et même des opérateurs importants, des caves coopératives qui ont des volumes importants, ont des cuvées aussi, des petites cuvées, des micro-cuvées, avec des logiques de singularité, avec des choix, des partis pris liés à leur façon de faire à la vigne ou en chai. Alors, je citerai un vigneron que je connais qui dit « Dans un vin, même les défauts font la différence à condition qu'ils soient bien faits. » C'est-à-dire que le défaut devient un élément qui peut être un élément de singularité qui peut être intéressant. Et vous avez peut-être entendu raconter sur l'histoire du goût de souris,
ou le goût de souris qui est, pour les œnologues classiques et les techniciens classiques considérés comme des défauts, deviennent des critères recherchés. Et on va même sur l'idée de mettre des pictogrammes pour définir le niveau de goût de souris de la petite souris jusqu'au gros rat. Donc vous voyez, le défaut peut être un élément de singularité. Donc, on est un petit peu loin de ce qui était le côté normatif. Alors, ça ne veut pas dire que tout est dans que la norme n'est plus importante, que la conformité n'est pas importante, mais on voit bien que se dégagent de nouvelles tendances liées à ces besoins de singularité. Alors, quand on est sur les générations, on est donc évidemment sur des nouvelles générations de consommateurs qui ont de nouvelles attentes en matière environnementale, bien sûr. Et donc, on s'attend à ce qu'avoir le vin le plus propre possible, mais également en matière d'éthique. Et je n'ai pas fait de faute dans le mot esthétique, c'est-à-dire il faut aussi que l'éthique puisse se traduire, puisse être visible, notamment sur la présentation du produit. Et je reprends l'exemple des vins dits nature ou cette tendance des vins de soif. Et on voit bien que les packaging, les étiquettes, les noms de cuvées qui sont souvent des jeux de mots, la présentation a changé et elle est un élément qui permet de mesurer la différenciation par rapport à d'autres catégories. Et le même producteur peut très bien avoir des cuvées qui vont être des vins de soif avec des bouteilles avec des étiquettes colorées, des jeux de mots, des vinitions pas particulières, et avoir par ailleurs des cuvées plus classiques et avec des packaging qui correspondent. L'un n'empêche pas l'autre, il n'y a pas antinomie, mais il est important que, au regard de ce qu'on me présente, je suis capable de savoir dans quelle catégorie je me situe. Alors, il y a aussi de nouvelles générations de vignerons. Alors ça, c'est aussi quelque chose de nouveau, les néo-vignerons. Alors ces néo-vignerons, il y a toujours eu des gens qui sont allés investir un petit peu dans le vignoble en rachetant des châteaux, en rachetant des domaines. On a la catégorie dite des investisseurs. Les investisseurs, ce sont des gens qui ont souvent réussi dans leur précédent business, qui ont souvent vendu et qui, par passion, par amour du vin, décident d'investir dans un domaine. Alors, ce n'est pas toujours vu d'un bon œil dans certains vignobles parce qu'ils arrivent souvent avec des moyens, ils créent aussi, ils ont des outils, plus d'outils que le vigneron qui était le vigneron classique. Par contre, c'est un signe, quand vous avez des investisseurs qui viennent dans une appellation, c'est que l'appellation est considérée comme prometteuse. Donc, on devrait plutôt favoriser cette implantation. Par contre, il faut aussi y arriver. Et vous connaissez, je pense, la blague qui dit « Comment devient-on millionnaire dans le vin ?» Eh bien, en étant milliardaire. Et c'est sûr qu'effectivement, dans le vin, on est sur des cycles longs et les retours sur investissement ne se font pas aussi vite que dans d'autres secteurs d'activité. Et donc, on a un autre phénomène sur ces néo-vignerons, on a de jeunes entrepreneurs. Et ces jeunes entrepreneurs, ce sont souvent des gens, des jeunes, qui ne sont pas directement liés à la filière. Souvent, ils ont une filiation souvent ancienne. Ils se réclament souvent d'un grand-père ou d'un ancêtre qui avait des vignes, mais ce qui était logique. On a tous des ancêtres qui étaient agriculteurs ou vignerons, qui ont fait des études et qui décident, dans ces cas-là, de reprendre, de créer un domaine. Et là, ils le font dans un esprit assez différent de l'autre génération, souvent en disant « je veux faire quelque chose de petit, à ma mesure », pas nécessairement avoir un objectif de croissance, de taille de vignoble, mais je veux faire dans mon domaine ce que je considère comme étant mon éthique, mes partis pris, mon type de produit. Donc, ces jeunes entrepreneurs aussi sont très dynamiques, permettent de dynamiser la région. Et puis, il y a les nouveaux héritiers. Alors, les nouveaux héritiers, ce sont des jeunes qui reprennent un domaine familial.
Alors, je pense que quand les parents ont des jeunes qui reprennent un domaine familial, ils peuvent être contents puisqu'on sait qu'il y a une vraie crise de la transmission et que dans certaines régions, par exemple, on a estimé qu'il y avait à peu près 30% des domaines qui n'avaient pas de repreneurs déclarés. Donc, par contre, ces nouveaux héritiers, quand ils reviennent sur l'exploitation familiale, ils n'ont généralement pas envie de faire la même chose que faisaient leurs parents. C'est-à-dire de travailler, par exemple, toute la semaine à la vigne et au chai et de faire le week-end les salons gourmands, les salons du vin pour vendre leur vin. Ils veulent éventuellement avoir un autre style de vie, une autre façon de vie. Et là, ils ont aussi une autre façon de vouloir aussi travailler la terre. Ils reviennent souvent aux pratiques que faisaient les anciens. Donc là, on a une nouvelle génération aussi de vignerons qui apparaît et qui se retrouve aussi par une nouvelle génération d'intermédiaires. Donc les intermédiaires, effectivement, c'est les cavistes, c'est les bars à vin, c'est une nouvelle génération d'importateurs qui ont des choix très particuliers et qui ont des partis pris. Alors, on a vu le cas où, par exemple, certains cavistes avaient décidé sciemment de ne pas référencer du Bordeaux parce qu'ils estimaient que ce n'était pas leur goût, même si commercialement, on sait que ça représente quand même un volume, mais ils font des choix aussi de parti pris et d'éthique. Et à partir de ce moment-là, ils arrivent aussi à définir une gamme et à capter une clientèle qui correspond. On retrouve ça particulièrement en milieu urbain. Donc, ces intermédiaires, qui sont souvent des gens passionnés, qui aiment le vin, ont des approches commerciales un petit peu différentes de ceux qui étaient purement des commerçants vendant du vin. Et puis, des prescripteurs et de la prescription. Alors, évidemment, à ce niveau-là, on a toujours des journalistes qui sont renommés, pour qui on va donc essayer de récupérer des notes, des notations, des cotations. Mais on a une prescription beaucoup plus diffuse. Et la principale prescription, elle est quand même liée à des groupes d'individus qui vont préconiser tel et tel type de produit. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué finalement de connaître ces différents réseaux de prescripteurs et de prescriptions. Dans une étude récente, par exemple, on a constaté que un vigneron était très prescripteur pour d'autres vignerons. C'est aussi quelque chose de nouveau. Les vignerons fonctionnent beaucoup en réseau, en groupement, qui ne sont plus nécessairement uniquement sur le même territoire, sur la même appellation. Mais un vigneron d'Alsace rencontre un vigneron du Rhône, du Languedoc. Et donc, la prescription du vigneron du Languedoc, d'un vigneron alsacien, est un élément très important pour pouvoir diffuser aussi une culture. Donc là, il y aurait énormément de choses à dire sur cet aspect prescription, mais c'est un thème en tant que tel. Et puis, là, on voit quelque chose de très positif, c'est que finalement, ces nouvelles générations, eh bien, il y a un ajustement qui est en train de se faire entre elles, puisqu'il y a une bonne cohérence pour ce type de produit. Par contre, ce n'est pas le cas nécessairement pour tout le monde. Alors, les enjeux, c'est remettre les données au centre de la consommation du vin. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que le vin, c'est un produit de convivialité, c'est un produit qu'on partage, c'est un produit que l'on va donc consommer dans certaines circonstances. Et les nouvelles ambiances de consommation, si on prend le cocktail qui s'est développé, ça veut dire peut-être une consommation en rooftop, une consommation en terrasse, une consommation à d'autres moments, et peut-être pas uniquement dans un contexte de consommation à table. Bon, le changement climatique, évidemment, c'est un élément important à qui vont devoir faire face. Mais le fond du problème, c'est créer de la valeur. C'est créer de la valeur parce qu'il faut permettre une juste rémunération du travail du vigneron. Donc, vous avez peut-être suivi sur 10 jours, on a vu une polémique sur un Bordeaux à 1,69 € vendu en foire au vin, donc dans une chaîne de magasins très connue. Ils vendaient déjà la même chose sur les foires au vin de septembre. C'est sûr qu'un Bordeaux à 1,69 €, on se pose la question de la rémunération et des possibilités qu'ont les vignerons qui produisent ce vin de se rémunérer à la hauteur du travail que leur demandent à la fois les clients et les consommateurs.
Donc, il faut une montée en gamme parce que finalement, le prix moyen d'une bouteille de vin, tout type de produit, pas uniquement, on est sur un prix à 3,50 €. À 3,50 €, comparons ça avec la bière, comparons ça avec des boissons alcoolisées aromatisées et qui n'ont pas exactement le même coût, on voit bien qu'il y a une nécessité de monter le prix. Même si, quand on parle du prix du vin, tout le monde dit « Ah oui, mais on cite quoi? On cite le prix de quelques flacons, de quelques producteurs, mais la réalité, c'est essentiellement des IGP, mais qui se vendent pas si mal que ça, ou même quelques AOP qui se retrouvent à des prix très, très, très abordables. Ce qui veut dire que cette montée en gamme, elle est nécessaire pour permettre notamment de répondre aux attentes des consommateurs, notamment en matière environnementale. Si vous travaillez, je vois par exemple en Beaujolais, à Chirouble, sur des coteaux à 45 degrés plantés en gobelet, vous avez un coût du travail qui n'est possible que si le prix de la bouteille atteint un certain niveau de prix, ce qui n'est pas pour l'instant le cas. Et donc, historiquement, les vignerons étaient souvent polyculteurs, ils faisaient d'autres activités. Mais on voit que, vu la taille, vu l'approche, il faut qu'ils fassent une polyactivité. Alors, dans la polyactivité, il y en a certains qui se sont mis, par exemple, à faire de la bière. Et puis, la polyactivité, c'est toutes les activités qui sont liées à l'œnotourisme, qui sont le fait sur des prestations de services liées à l'activité vin, qui leur permettent donc d'avoir une complémentarité de revenus ou de débouchés. Et donc, il est important de se repositionner face à de nouvelles hiérarchies de catégories. Aujourd'hui, on a des vins de France qui est très valorisé. On n'a plus nécessairement des appellations qui étaient reconnues, ont perdu un petit peu de leur aura. Et donc, il y a une adaptation qui sont nécessaires. Nouveau label, bien sûr, donc il y a une floraison, je passe, que ce soit les zéro pesticides pour les véganes et autres. Il y a plein d'autres choses qui vont être définies. Et nouveaux types et styles de vin. Et là aussi, il y a un travail à faire parce qu'on sait que grosso modo, il y a un tiers de l'offre aujourd'hui de vin qui est très conforme, qui en termes de produits, on n'a rien à dire, mais qui ne colle plus à l'envie et à la demande des consommateurs. Donc, nouveaux types et nouveaux styles de vin. Donc là, c'est la nouvelle génération qui doit aussi essayer de répondre à cette demande, d'être imaginatif, d'être créatif et de sortir un petit peu du lot. Et donc, derrière, il y a tout un discours à redéfinir, un récit, un imaginaire. Donc, régénérer les imaginaires, notamment au niveau du terroir. Pendant longtemps, quand on parlait du terroir, alors on vous parlait des sols, du schiste, etc. Aujourd'hui, on sait que c'est des éléments qui intéressent certes certains amateurs et des amateurs éclairés, mais grosso modo, ce n'est pas ça que le consommateur a envie d'entendre. Il a envie d'entendre parler le vigneron de son endroit de nature et de son discours de naturalité. C'est-à-dire c'est le vigneron qui est vraiment l'élément central. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il le fait? Comment il le fait? Quelles difficultés il rencontre, même en fonction des millésimes? Et donc, le vigneron devient l'élément central, il devient quelque part le gardien, le garant et le promoteur de son endroit de nature. Donc, on voit bien qu'on est, je vous ai présenté dans une approche un peu de classification pour développer un petit peu mon argumentaire, pour vous montrer que les choses évoluaient. Alors, tout n'est pas sur le modèle que j'ai défini, on est bien sur des modèles qui sont des modèles hybrides, mais on voit bien que se dégage une nouvelle génération liée à de nouvelles attentes et que les vignobles, les vignerons qui ne voudront pas et qui ne comprennent pas le changement ne peuvent pas, au nom d'une tradition qu'ils définissent, rester sur des choix qui correspondaient à une époque, qui ont bien marché, qui ont bien fonctionné, mais qui ne fonctionnent plus parce qu'aujourd'hui, les choses ont changé. Alors, il y a un article aussi, vous pouvez trouver sur Vin et Société, sur l'amour du vin attend souvent le nombre des années, et je conclurai là-dessus, c'est qu'effectivement, on s'aperçoit très clairement que l'essentiel aujourd'hui des volumes est surtout consommé par des gens, 60% des plus de 75 ans continuent à consommer du vin,
c'est 25% pour les gens de 18 à 24 ans. Et sur la catégorie des quadras, qui était normalement la catégorie consommateur, on sait qu'entre 2003 et 2016, on est passé donc de 74% des gens qui consommaient du vin dans cette catégorie d'âge à 48%. Donc, on sait que la tendance, elle est à une baisse, à une déconsommation. Il faut au moins valoriser pour ce qui nous en reste le volume disponible et s'adapter à ces nouveaux enjeux tels que j'ai définis. J'étais un petit peu plus longue que je l'avais prévu. Donc, je vous remercie de votre attention et j'attends avec impatience vos questions pour aller un petit peu plus loin que ce que j'ai pu ou ce que j'ai essayé de vous faire passer comme message. Voilà. Merci Joëlle, merci beaucoup pour cette intervention éclairante, très intéressante. On a effectivement de nombreuses questions. Puisque nous avons environ 280 spectateurs connectés. Ah oui. Oui. Donc, alors, première question, est-ce que nous sommes dans une phase de transformation où le vigneron est au centre et l'appellation en périphérie? Est-ce qu'il y a une nouvelle posture dans la création de valeur versus le cadre de l'appellation? Alors, l'appellation reste quand même un élément, mais c'est quand même la marque individuelle, c'est le vigneron. Et on voit bien, par exemple, sur certaines catégories, je prendrai l'exemple, par exemple, en Bourgogne, vous avez effectivement une nouvelle catégorie qui a été développée, qui est Bourgogne-Côte d'Or. Il est évident que le Bourgogne-Côte d'Or de vignerons connus ont des niveaux de valorisation nettement supérieurs à ce qui est le vigneron qui n'a pas la notoriété et notamment qui n'est pas connu pour le reste de sa gamme et pour ses grands crus. Donc, là, ça donne la possibilité aussi à de nouvelles appellations, à de nouveaux vignerons d'émerger. On n'est plus obligé d'être dans l'appellation de référence, les grandes appellations, hein, comme Bordeaux, Bourgogne, Châteauneuf-du-Pape ou autre. On a la possibilité pour des vignerons de vignobles et d'appellations moins connues d'émerger parce qu'ils ont su trouver à la fois un style, un type de produit et puis leurs clients. Très bien. Une autre question, est-ce que les vins français n'ont pas une carte à jouer, à communiquer sur des vins faiblement sulfités, voire sans sulfite? Déjà, je pense que la tendance, elle n'est pas propre à la France, hein. C'est une tendance qu'on retrouve un petit peu partout. Alors, je ne suis pas spécialiste, mais mes collègues en œnologie savent qu'il y a aujourd'hui pas mal de recherches pour pouvoir quand même trouver des moyens de protéger le vin sans nécessairement être dans des usages liés au soufre. Donc là, c'est un mouvement qui n'est pas uniquement français, hein, qui est un mouvement international en termes de demande consommateur et en termes de production. Et voilà, on est sur cette idée aussi de vin pur, de vin nature. C'est un peu cette idée telle qu'elle est définie et qui est recherchée par le consommateur. Mmh. Très bien. Est-ce que le marketing aujourd'hui a plus d'impact que la qualité? Est-ce qu'on peut vendre un mauvais vin avec un bon packaging? Alors, ça, vous dites ça quand même, vous posez... Bon, déjà, je pense que le marketing a toujours été un élément de valorisation. C'est simplement pas les mêmes leviers. Aujourd'hui, le packaging est un élément, mais il n'est pas que. Et on doit vraiment se poser la question, puisque là, au niveau des choses qui s'amorcent, hein, l'idée d'aller vers la consigne, qui est une demande forte. Hein. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir une standardisation des bouteilles, on va avoir la nécessité d'utiliser des colles et des papiers qui feront que les outils classiques, on va dire, de différenciation par la bouteille et le packaging seront plus aussi importants. Sachant qu'en plus, aujourd'hui, quand même 41% des volumes en GD, c'est du bag-in-box. Hein. Donc, on voit que les choses sont déjà engagées. Non, on est vraiment je pense qu'on est plus dans la façon de communiquer, dans le type de discours et dans la façon dont on aborde la communication avec ces nouveaux consommateurs. D'accord. Alors, il y a une question d'une personne qui est au Brésil qui nous dit qu'on voit qu'il y a un mouvement des jeunes pour des boissons
plus légère, moins alcoolisée. Est-ce qu'on peut dire que c'est une tendance dans le Oui. monde? Oui, c'est une tendance. Il y a eu aussi, enfin, effectivement, le réchauffement climatique a eu quand même comme conséquence de permettre une montée des degrés d'alcool sans problème. Et donc, il y a déjà des vins plus alcoolisés et il y a une demande pour des boissons avec des degrés moindres en termes d'alcool. Et il y a pas mal de choses qui se font sur le low alcool, donc sans être le sans alcool, quoi. Alors, une question plus précisément sur la Bourgogne. Est-ce que vous pensez que la Bourgogne est un exemple en termes de singularité quand vous parliez de singularité? La Bourgogne est un exemple de singularité. Souvent, au départ, on disait oui, mais vous vous rendez compte, avec le nombre d'appellations, c'est quand même très compliqué. Oui, mais c'est justement le fait que ce soit complexe est un élément qui est un élément de singularité. Et on retrouve cette démarche, elle est adoptée par d'autres régions, où on va faire des cuvées qui sont liées à des cuvées parcellaires. Finalement, le modèle de la Bourgogne, c'est le modèle de la cuvée parcellaire, donc avec les premiers crus, les grands crus et ces différentes parcelles, mais on le retrouve un petit peu partout. On a de plus en plus de parcellaires ou de lieux-dits qui sont développés dans d'autres régions. Donc cette singularité permet de définir que ce lieu-dit, cet endroit de nature, il est différent de celui d'à côté, même s'il est éloigné de quelques mètres. Et donc, je peux, en plus, quand je suis sur le même cépage, arriver à trouver en plus des différences. Oui, alors, une autre question. Aujourd'hui, alors le goût de souris, la brette, la volate semblent être des défauts recherchés, car affiliés au vin naturel par le consommateur. Est-ce qu'il s'agit d'un phénomène de mode? Les consommateurs de ce type de vin ne reviendront-ils pas à terme sur des vins plus fins et plus élégants? Alors, c'est vrai que, alors déjà, je ne suis pas spécialiste, mais je sais que, par exemple, le goût de souris n'est pas perceptible par tout le monde déjà. C'est comme le goût de bouchon, tout le monde ne le perçoit pas de la même façon, puisqu'il est surtout lié à un phénomène en bouche plutôt qu'au nez. Après, ce que nous dit cette recherche sur le goût de souris, c'est que les gens veulent quelque chose de différent et de singulier. Donc, si ce n'est pas le goût de souris, ça sera autre chose. Après, vous avez quand même des consommateurs qui recherchent effectivement beaucoup plus. Aujourd'hui, on parlera de finesse, alors que, je dirais, pendant la période dite de parcurisation, on cherchait la structure, la robustesse. Donc, on voit aussi que les goûts évoluent, même au niveau de vins plus conventionnels et plus sur des standards, on va dire, classiques de dégustation. Mm-hmm. Alors, est-ce qu'il y a une question plus internationale, est-ce qu'il y a des pays précurseurs plus que d'autres dans la manière de s'adresser aux nouveaux consommateurs? Déjà, je veux dire qu'aujourd'hui, c'est évident que la communication passe beaucoup par tout ce qui est les médias sociaux. Donc, on voit qu'effectivement, les pays qui ont plus l'habitude et plus l'usage d'utiliser ont effectivement un petit peu une façon très particulière. J'ai également étudié un petit peu ce qui se faisait, notamment dans le cadre de la crise de la Covid, et notamment tout ce qui est les dégustations virtuelles, la mise en place de testing au travers de Wine Club. On voit par exemple, on voit très bien qu'en Californie, ça fait déjà depuis longtemps qu'ils travaillent leur communauté au travers de ces wine clubs et qu'ils ont créé des liens qui leur permettent d'avoir un meilleur lien et un meilleur dialogue. Puis c'est aussi lié un peu à une culture anglo-saxonne où la communication est peut-être plus simple et plus fluide et peut-être moins empruntée d'un formalisme, quoi. Alors, une autre question, est-ce que vous pensez que le marketing peut devenir un relais de croissance ou de renaissance pour des vins dits historiques ou classiques? Déjà, je dirais que le marketing, l'histoire, j'avais l'habitude de faire, quand je faisais un cours de marketing, non pas de spécialiser dans le vin, mais mes premières années qui arrivaient en école de commerce, je leur racontais que finalement, c'était le vin qui avait inventé le marketing. Et donc, le marketing est inhérent aussi au marché du vin.
Quand vous prenez les amphores qui circulaient sur la Méditerranée, il y avait déjà des marques. Il y avait aussi une valorisation de certains crus. Donc, je veux dire, simplement, on n'est pas nécessaire, on fait pas nécessairement aujourd'hui le même marketing qu'on faisait il y a 30, il y a 20, il y a 10, 20, 30 ou 40 ans. Par exemple, à un moment donné, on a imaginé, quand il y avait la féminisation du marché, qu'il fallait faire des vins pour les femmes. Bon, je veux dire, on sait que ça n'a pas marché. C'est clairement que les femmes n'ont pas nécessairement envie d'avoir un vin qui soit théoriquement adapté à leur propre goût. Donc, le marketing ou les approches que l'on a, eh ben, elles évoluent avec le temps, et puis on apprend, et puis on est dans une logique d'essai-erreur. Hein. Donc, la mise en marché, les caractéristiques, c'est un élément qui est lié à la filière. Hein. Mais à tout type de produit, on retrouve exactement la même chose. Mais c'est vrai, et je peux en témoigner, quand j'ai débuté dans la filière viticole, donc, vous voyez, il y a 35 ans, j'étais une femme, mais on parlait de marketing, ça avait un côté un peu tabou. Et dans certains cas, il ne faut pas en parler, mais c'est une réalité. Et je connais de très, très grands marketeurs historiques. Et regardez, Aubryon était quand même la première. On peut considérer qu'aujourd'hui, c'est une des plus anciennes marques de produits qui existent encore. Et ils avaient bien développé la notoriété sur le marché anglais. Donc, je veux dire, on peut trouver plein d'exemples historiques de très, très belles réussites sur la façon de s'adapter finalement aux besoins du marché. Une autre question, alors encore quelques questions. Qu'en est-il des spiritueux? Représente-t-il aussi une concurrence importante pour les vins, notamment lors de l'apéritif? Alors, il y a aussi des évolutions dans ces métiers-là. Par exemple, on prend tout ce qui est les amers, on prend aussi tout ce qui est lié au martini, les produits cocktails. Donc, en tant que tel, en tant qu'ingrédient, ils sont de fait aussi une concurrence pour le vin. Mais aujourd'hui, quand même, majoritairement, les apéritifs sont quand même à base de vin. Alors, une question aussi, il y a plein de questions, enfin, il y a beaucoup de questions, c'est difficile, on ne pourra pas toutes les poser, mais il y en a une par rapport au cépage. Est-ce que la place du cépage, quelle est la place du cépage dans les nouvelles attentes du consommateur? Est-ce que ça apparaît primordial ou est-ce que ça apparaît en second plan? Il y a une étude récente de SoWine qui montre que dans les critères, le cépage est prioritaire à l'appellation. Donc, on choisit d'abord, je pense, une couleur, au plus un cépage. Par contre, on voit bien que parmi les cépages qui étaient les cépages classiques, hein, le chardonnay, le sauvignon, on a aussi une évolution vers de nouveaux cépages, voire aussi de nouveaux assemblages de cépages, quoi. Mais c'est une clé d'entrée qui reste quand même importante. Hein. Alors, pourquoi, selon vous, les vins doux naturels sont en perte de vitesse depuis quelques décennies? Alors, il y a une logique au départ un petit peu de goût. Le fait qu'il y ait une sucrosité, un certain niveau d'alcool, et puis essentiellement parce qu'on n'a pas su renouveler finalement l'usage. Donc, il y a là peut-être une absence de marketing. Aucun produit, aucun vin n'est condamné. Le tout, c'est qu'effectivement, il y a ces époques qui correspondent beaucoup mieux, où c'est beaucoup plus facile. Vous pouvez surfer sur une vague. Il y en a d'autres, c'est un petit peu plus compliqué. Mais les vins doux naturels pourraient tout à fait. Le tout, c'est qu'effectivement, il faut qu'il trouve son propre créneau. Je n'ai pas la solution. Hein. Je n'ai pas la solution directe, mais rien n'est impossible. Je travaillais pour le Beaujolais. Hein. Je travaille pour le Beaujolais. Hein. Donc, le Beaujolais est une appellation qui était quand même compliquée, hein, qui a connu son heure de gloire. Et on voit aujourd'hui très clairement que le Beaujolais a repris, certes, il y a eu une compression des volumes, hein, mais aujourd'hui, le Beaujolais est de nouveau tendance, parce qu'il est de nouveau dans les goûts du marché. Tout à fait.
Alors, peut-être une dernière question. Elles sont nombreuses. Alors, j'en profite pour vous dire que la conférence est enregistrée, donc vous aurez la possibilité de retrouver cette conférence en ligne sur la médiathèque de la Cité du Vin. Donc, si on ne pourra malheureusement pas répondre à toutes les questions qui sont posées, mais je ne les vois pas toutes, moi. mais voilà. Je ne les vois pas, moi. Voilà, il y en a beaucoup. Alors, Oui, je vois. par rapport à la communication digitale, est-ce que vous avez du recul sur l'impact de la communication digitale sur la consommation de vin? Est-ce que vous avez des données ou un lien? Écoutez, je sais pas, c'est assez difficile de répondre à cette question directe puisque vous avez différentes choses. Vous avez déjà tout ce qui est le e-commerce. On sait que ça s'est énormément développé pendant la dernière période. Et puis après, effectivement, il y a la possibilité en digital d'avoir une action très précise et beaucoup plus focalisée sur une communauté par un type de produit. On peut faire plus du chirurgical que sur d'autres types de médias, quoi. Très bien. Mais écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Joël, pour cette conférence intéressante. Merci à tous pour d'avoir suivi ce webinaire en ligne. Voilà, on espère vous retrouver prochainement à la Cité du Vin. On espère une réouverture prochaine, notamment pour vous présenter notre exposition temporaire Boire avec les dieux que nous devions ouvrir le 9 avril et que nous attendons d'ouvrir en fonction des dernières annonces. En revanche, nous avons un prochain rendez-vous en ligne qui sera le mardi 6 avril à 19h. Donc, c'est une conférence sur le banquet des Grecs. Elle sera avec François Lissarag, qui est historien d'art et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, qui viendra nous parler des rituels des Grecs et du symposium. C'est une conférence qui est organisée dans le cadre des Vendanges du Savoir, donc en partenariat avec l'Institut des sciences de la vigne et du vin, l'Université de Bordeaux et l'Université de Bordeaux-Montaigne. Donc voilà, le 6 avril à 19h, toujours en ligne pour le moment. Et puis, n'hésitez pas à consulter notre site internet dans la rubrique événements et spectacles. Vous avez les prochaines conférences et dégustations que nous prévoyons. Voilà, donc bonne soirée à toutes et à Oui, tous. Mélanie, juste, est-ce que moi je vois je suis allée regarder un petit peu les questions. En plus, Oui, je trouve qu'il y a quand même un certain nombre de personnes que je connais dans la liste bien sûr. que je salue. Est-ce que je peux répondre directement Bien sûr, allez-y. Allez-y. si vous me rester encore laissez, je quelques sais pas, minutes. voilà, je peux répondre. Non, mais si, je vais peut-être pas répondre. Il y a beaucoup de questions, de pouvoir faire une réponse aux questions qu'on n'a pas abordées. Mais je le répondrai peut-être plus tard si on quitte. Alors, vous pouvez, on peut rester en ligne quelques instants pour celles et ceux qui veulent rester. Et puis, effectivement, après si le webinaire doit se couper, on peut éventuellement échanger par email les questions. Et Voilà, voilà, répondre si j'ai des questions. Ok, écoutez, je ferai ça, je répondrai directement aux questions par rapport à là. Bonsoir à tous, merci de votre attention. C'est toujours sympa, ça serait plus sympa de se voir tous, mais bon, c'est une belle façon quand même de rester quand même en contact. Bonne soirée. Merci, au revoir à tout le monde. Oui. Il y a beaucoup de questions, des questions très pointues.